Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde où on va parler du tourisme durable et face aux enjeux environnementaux. Rien ne développe l'intelligence comme les voyages. Cette phrase, c'est Émile Zola qui l'écrivait en 1864 dans Aventure du Grand Sidoine et du Petit Médéric. Nous sommes alors au cœur du 19e siècle. Le train s'est fortement développé. On voit naître des lieux de villégiature un peu partout, au bord de mer, en montagne. La littérature de l'époque regorge de souvenirs de vacances avec un côté un peu bohème, un peu sens de l'aventure. Puis finalement, c'est au XXe siècle que le tourisme se massifie. En 1936, les congés payés permettent à des personnes qui ont été exilées de leur campagne du fait de la réindustrialisation de revenir en campagne chez eux, de retrouver leur famille. Moments de famille, découverte de cultures nouvelles, rencontre de l'autre, évasion. Le tourisme est multiforme, mais le terme s'est un peu obscurci avec le temps. La massification est parfois difficile à vivre pour les habitants locaux. On l'a vu à Barcelone, on le voit aussi de plus en plus à Marseille. Et surtout, c'est le thème dont on va parler aujourd'hui, le tourisme est responsable d'à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre. Le chiffre évolue en fonction des estimations. Se posent aussi des questions liées à la gestion de l'eau, de l'électricité, de la biodiversité, des déchets. Et si le tourisme a un impact sur l'environnement, l'inverse est vrai aussi. La fragilisation des équilibres naturels a aussi un impact sur le tourisme. Je pense au méga-feu qu'a connu le pourtour méditerranéen l'année dernière, aux canicules, aux sécheresses, aux coupures d'eau qui menacent le tourisme dans des territoires méditerranéens où il est un point important de l'économie et de l'emploi. Et donc protéger la planète, c'est donc sauver le tourisme, ses emplois, la rencontre qu'il permet entre les peuples. Mais pour protéger la planète, le tourisme doit devenir plus durable. Le défi est colossal parce que le nombre de touristes explose chaque année. En 2022, ils étaient 900 millions et on estime qu'ils seront 1,8 milliard à l'horizon 2030. Comment relever ce défi ? C'est pour en parler. Je suis ravie d'accueillir Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme. Bonjour. Tanguy Gotz, président de l'entreprise Neptec, bonjour. Jean-François Suas, président de Marseille-Provence Cruise Club, président du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille, aussi élu à la CCI, bonjour. Et Philippe Mangeard, président fondateur du Global Climate Initiative, bonjour. Alors, merci à tous d'être là. D'abord, pour aborder ce sujet, il faudrait qu'on se pose peut-être sur les définitions, parce qu'on parle d'écotourisme, de tourisme durable, responsable. Déjà, on va peut-être se focaliser sur le tourisme durable, qui a une définition officielle depuis 1995. Isabelle Brémond, qu'est-ce que c'est le tourisme durable ? Alors, le tourisme durable fait appel en fait aux trois, piliers qui sont l'environnement, le social et l'économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de tourisme, on parle obligatoirement de tourisme durable. Le tourisme ne peut être que durable. C'est vrai que sur un territoire comme le département des Bouches-du-Rhône, on a 2 millions d'habitants, 50% d'espaces naturels préservés et à préserver, avec le parc national des Calanques, le parc régional des Alpilles, de Camargue ou Grand Site Sainte-Victoire. Donc depuis le premier schéma qui a été lancé en 1989, le tourisme, il y est vraiment un développement durable et harmonieux du territoire qui préserve à la fois évidemment la biodiversité, la nature, mais aussi le cadre de vie des habitants. La question du tourisme, c'est aussi l'équilibre entre les populations qui habitent sur un territoire et les populations additionnelles et nos visiteurs qui soient excursionnistes ou qui viennent passer plusieurs jours ici. Donc cette question du tourisme durable, c'est le développement harmonieux d'un territoire. Mais à Provence Tourisme, vous aimez aussi parler de tourisme responsable. C'est quoi la nuance, la différence ? Alors, c'est vrai que tourisme responsable, c'est, une notion qui a été lancée par ADN, qui est le réseau, la fédération, qui regroupe 1200 structures du tourisme, c'est institutionnel, à la fois les offices du tourisme, les agences départementales de tourisme et les comités régionaux du tourisme. Et au moment de la création de cette fédération, enfin, il y en avait 3 en 2020,
on a lancé un manifeste et le président de l'époque, puisqu'il a changé depuis, a souhaité lancer vraiment cette notion de tourisme responsable, parce que tourisme durable, c'est aussi un mot un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Tout le monde parle de tourisme durable. Responsable, ça voulait dire aussi qu'il y avait un engagement de chacun d'entre nous, des structures, mais aussi à titre individuel, pour faire changer en fait l'action et être, j'allais dire, plus pertinent et plus opérationnel à l'avenir. D'ailleurs, ce manifeste, alors au niveau national, moi je suis en charge du tourisme responsable pour ADN, on a lancé un manifeste et non pas de la littérature, mais des actions extrêmement concrètes qui permettent de faire bouger les territoires. Philippe Mangeard, avec Global Climate Initiative, vous avez mené une étude sur l'impact environnemental du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux enseignements? Quels sont un peu les postes d'émission les plus importants, les impacts les plus importants du tourisme? Le tourisme est surconsommateur, surpopulation, surconsommation. Alors, il y a trois niveaux. Ça marche. Ouais, ça. Il y a trois niveaux d'appréciation. Il y a l'appréciation d'un point de vue énergétique. Le tourisme consomme 3 fois plus d'énergie que l'activité normale, usuelle, on va dire. Le tourisme consomme 2 fois plus d'eau. Donc, on parle d'énergie, on parle d'environnement, il faut parler d'eau, notamment ici, quand on est dans le sud. Et le tourisme génère 1,5 fois plus de déchets. Rapporté à la tête d'habitants, il ne s'agit pas de dire, bien sûr, quand il y a 2 fois plus de gens, il y a 2 fois plus de consommation. Non, c'est un ratio dont on parle. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Ça veut dire que les collectivités, les autorités sont en charge de limiter, de favoriser, je dirais, la production d'énergie décarbonée, parce que vous pouvez doubler, tripler la consommation d'énergie si elle est raisonnablement décarbonée, c'est moins grave que si vous faites tourner des centrales à charbon, on prend une caricature. Pour l'eau, c'est pareil. Si on sait qu'on en consomme 2 fois plus, ben, il faut peut-être en économiser 3 fois plus. Il faut peut-être recycler. Regardez tout ce qui s'est passé dans le Sud, ces nouvelles réglementations sur le fait qu'on ne soit pas obligé d'arroser les routes et les pots de fleurs avec de l'eau potable, mais simplement de l'eau issue des centrales comment on appelle ça déjà? Des stations d'épuration. Merci. Et puis pour les déchets, c'est pareil. Le déchet peut être source d'énergie, le déchet peut être source de progrès, peut être source de compost, etc. Donc c'est possible. C'est totalement possible. Par contre, le chiffre que vous avez dit tout à l'heure, 8% des émissions de gaz à effet de serre issues au tourisme aujourd'hui, bon, c'est beaucoup déjà 8. Mais il faut savoir que si on ne fait rien, on va augmenter ce montant-là de 25 à 30% d'ici 2030. Et vous le savez, la stratégie nationale bas carbone de la France, la stratégie européenne bas carbone, c'est au moins 30% d'ici 2030, sinon ça chauffe. Donc il y a urgence à faire en sorte que non seulement on réduise, mais on empêche de grandir ces émissions, ces gaspillages et ces surconsommations du tourisme. Mais bon, toutes les parties prenantes sont concernées, on ne voit personne qui soit inconscient du sujet, donc on peut rester tout à fait optimiste sur le fait qu'on traite ce sujet. Et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, parmi le tourisme, quels sont les postes d'émissions, les principaux postes d'émissions? Alors, je dirais, il faut toujours penser raisonnable quand on parle de climat. Il faut d'abord que les gens apprennent à mesurer. On ne va pas parler des mêmes ratios suivant qu'on fait du tourisme en montagne, du tourisme ici, du tourisme en Bretagne, etc. Bon, je dirais, la première étape, c'est que l'ensemble des organisations impliquées dans le tourisme doivent apprendre à mesurer. Pas se contenter de dire, bon, on a fait le maximum, on a mis des trottinettes, on a mis des vélos. Non, il faut d'abord mesurer. Le bilan est essentiel, d'accord? Je fais un petit clin d'œil du reste à la communauté d'agglo ou la métropole d'Aix-Marseille qui, depuis 15 jours, est notre partenaire dans la décarbonation des achats au sens global. Enfin, on arrête de dire qu'on va faire, on mesure. Une fois qu'on a mesuré, on va tomber sur les mêmes constats. Premièrement, il y a les émissions de gaz à effet de serre en amont, le transport. Marseille, il y a de la chance. Moi, je suis niçois. Marseille, il y a de la chance que les gens peuvent venir en train. Moi, je suis niçois. Pour venir en train, il faut être patient. C'est plus compliqué, oui. D'accord? Donc, vous voyez, l'aéroport de Nice, c'est monstrueux, quoi. Il y a un avion toutes les minutes, etc. Donc, il y a quand même 2% des gens qui viennent en avion dans les lieux touristiques, mais ils représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vivement ceux qui viennent à pied, ceux qui viennent en train, ceux qui viennent... Mais vous voyez, donc, il y a un problème sur le transport. Donc, déjà, là, il faut éduquer les touristes. Alors, c'est bien parce que Booking.com a fait une étude il y a 1 an ou 2 ans maintenant. 68 ou 78% des touristes sont motivés à. Bon, c'est pas mal déjà. C'est pas pour ça qu'ils viennent tous en train à Nice. Hein. Bon. Mais les touristes sont motivés, donc sur ce sujet-là. Mais ensuite, il faut que les collectivités, les territoires fassent des efforts. Moi, je voudrais bien venir en train, mais s'il faut venir simplement arriver entre 6 heures du matin et 23 heures, ça me prive de toute une plage horaire de la journée qui pourrait me faire arriver quand je veux, etc. Il manque une structure d'accueil autour des moyens de transport doux
C'est tout. Et puis, si je reviens à l'aéroport de Marignane ou de Nice, il manque, pas à Nice maintenant, il y a un tramway, mais il manque des moyens doux de redistribution des touristes, etc. Donc le transport, c'est essentiel. Après, il y a la consommation énergétique sur place. Donc il faut donner aux touristes les moyens d'accéder à une énergie raisonnable, Oui. des bâtiments isolés, des énergies vertes. Et puis après, il y a l'infrastructure d'accueil, les hôtels, les restaurants, mais aussi les offices de tourisme, qui doivent faire des efforts, eux, pour comprendre ce qui est leur responsabilité. C'est le traitement de l'information, le traitement des transports, le traitement des déchets. Donc il y a 3 sujets qui commencent par le premier, je mesure. Et après, on y arrive. Sur le transport, donc dans votre étude, il me semble que c'est la voiture et l'avion qui sont les principaux postes. À Marseille, le bateau est un sujet important, qui crée parfois même voilà, des discussions assez animées, que ce soit... Donc il y a les émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi différents polluants, le soufre, l'oxyde d'azote, les particules fines. Où en est le grand port maritime sur ces sujets? Quelles sont les mesures mises en place? Et est-ce qu'ailleurs, ça se développe aussi? Ou est-ce qu'on fait un peu figure d'exception? Et du coup, il y a beaucoup de travail ailleurs aussi. Alors sur le tourisme de croisière, il y a beaucoup de sujets, mais effectivement, il y a un sujet purement industriel qui est le navire et le port. Alors le navire, souvent, ce qu'on oublie, c'est que les armateurs, ils sont... et Tanguy nous en parlera, ils sont un peu victimes, c'est-à-dire qu'on leur met des produits sur le marché, et ils les achètent, et après il y a un chantier naval, ils achètent un bateau, mais il y a un chantier naval qui lui est un assembleur aussi. Donc en fait aujourd'hui, c'est exactement ce que vient de dire Philippe, c'est que l'idée c'est que tout le monde soit concerné, c'est-à-dire que qui que ce soit qui fabrique quelque chose aujourd'hui, qu'il ait une démarche évidemment, on va dire RSE, mais en particulier, puisque là on parle d'énergie, qui est de l'innovation qui permette d'avoir du décarboné. Donc une fois qu'on a dit ça, donc on a des bateaux. Nous, territoire, effectivement, sur les bateaux, on ne peut pas beaucoup agir. On reçoit des bateaux, alors on crée des chartes et toutes sortes de choses pour avoir a priori les meilleurs bateaux, avec les meilleurs carburants, etc. Mais après, il y a vraiment quelque chose sur lequel on peut être très impactant, c'est la vie du navire dans le port et la vie de ses passagers. Alors, il y a de multiples débats aujourd'hui sur le foncier. Ce qui est certain, c'est qu'un territoire comme le nôtre, avec donc 2 millions d'habitants, je pense qu'il est intéressant pour lui d'adresser toutes sortes de touristes. Et non pas, quand on voit le débat aujourd'hui avec Airbnb, si on ne reçoit que des gens, même en train décarbonés, mais qu'il n'y a plus de vie sociale à Marseille, parce qu'il y a, voilà. Donc, moi, je crois à des équilibres, je crois à de la modération et de la réglementation et autres, qui fait que aujourd'hui, par exemple, sur les navires, nous, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, des compagnies de ferry se connectent à quai, puisque en gros, sur, on va dire une base 100, 90% de la pollution d'un navire, c'est quand il est à quai. Il y a 10%, c'est la manœuvre, et tout dépend du type de navire. Mais nous, il faut vraiment qu'on adresse cette partie-là, qui est la connexion électrique à quai, ce qui a démarré en 2017 à Marseille, les ferries, et qui se poursuivra donc après les ferries de la Corse et ceux du Maghreb cette année, qui se poursuivra en 2025 et 2026 avec les paquebots de croisière. Donc nous, en 2026, 90% donc des particules de tous les polluants atmosphériques que vous avez cités, et donc du CO2 évidemment par là même, seront éliminés dans le port de Marseille. Et on peut considérer d'ailleurs que le reste seront plutôt des bateaux au gaz, donc on aura une grande partie du problème dit de santé qui sera quasiment à 100% éliminé. Pour autant, ces navires continuent à naviguer. Quand ils quittent le port de Marseille, évidemment, ils ne traînent pas une prise électrique malheureusement le long de leur coque. Donc il y a encore des dizaines et des dizaines de sujets, mais Tanguy justement est le maître du futur. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire effectivement pour le port de Marseille. Donc, et on est plutôt les seuls en Méditerranée, et on peut même être très fiers parce que même en Europe aujourd'hui, il y a 17 ports dans le monde, mais en fait 17 ports dans le monde, il y en a très peu qui connectent. Il y a un port en Angleterre, il y a 2 ports en Allemagne, et effectivement au rendez-vous en 2026, on sera encore parmi les leaders. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir du coup. Non, pas trop. Tanguy Götz, du coup, vous présidez l'entreprise Neptec qui se positionne justement sur la décarbonation du transport maritime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez développé et quelles sont les plus-values au niveau environnemental de vos navires ? Alors, on a effectivement fondé Neptec il y a un peu plus de 3 ans maintenant, avec pour objet la conception de navires de transport de passagers à propulsion décarbonée. Alors, on n'a pas pour ambition de décarboner les bateaux de croisière ou les ferries abordés par Jean-François, mais plutôt, et donc pas d'amener, on va dire, les touristes directement sur leur lieu de vacances, mais plutôt de les déplacer une fois qu'ils sont arrivés sur leur lieu de vacances. Donc, typiquement, c'est faire le lien entre le terminal de croisière et les centres-villes, que ça soit dans un environnement maritime ou que ça soit dans un environnement fluvial.
On a donc pour objet de développer des navettes maritimes ou fluviales, donc des bus maritimes, des bus fluviaux, qui sont à propulsion soit 100% batterie, soit à propulsion électrohydrogène, et donc qui permettent d'avoir l'impact le plus neutre possible sur l'environnement d'opération. C'est-à-dire neutre en termes d'émissions, évidemment, de CO2, mais également d'autres gaz polluants. Neutre également sur les vibrations. Donc le fait d'intégrer un système de propulsion électrique permet d'avoir quasiment pas de vibrations et donc de protéger la flore et la faune maritime. Et également de travailler sur différentes briques technologiques qui permettent de réduire les besoins énergétiques du navire. C'est vraiment ça l'enjeu en fait. On a parlé de sobriété, pouvoir avoir un bateau qui consomme le moins possible d'énergie, c'est permettre d'intégrer ce type de propulsion, déjà décarbonée, électrique, où il y a un enjeu de densité énergétique. Une propulsion électrique, c'est 3-4 fois plus lourd qu'un système de propulsion diesel. Donc si on arrive à agir sur la sobriété énergétique, on arrive à justifier l'intégration de ce type de propulsion et à maintenir le niveau de performance opérationnelle pour l'exploitant. Et ça, je pense que c'est un sujet clé de pouvoir proposer à un exploitant de maintenir son modèle économique pour pouvoir investir dans des nouvelles solutions qui lui permettent d'être rentable et de continuer son activité sur plusieurs années. Avec votre solution, on est donc sur la gestion des flux de touristes une fois qu'ils sont là. Isabelle Brémond, cette gestion des flux, c'est un sujet important pour vous. Qu'est-ce que vous mettez en place Absolument. Alors c'est presque un sujet essentiel du programme que nous menons au niveau local, mais aussi au niveau national. Gérer les flux, ça permet aussi d'avoir une fréquentation qui est étalée sur toute l'année dans l'espace et le temps. C'est aussi ne pas avoir des pics de fréquentation dans les périodes où finalement on ne peut plus vivre ensemble entre habitants et résidents. Donc il y a tout un travail qui est mis en œuvre alors au niveau de Provence Tourisme, déjà en matière de communication, éviter de faire de la promotion sur les périodes qui sont extrêmement chargées en plein été. On travaille aussi sur un projet qui est aussi national, mais qu'on a décliné au niveau local, qui est le challenge des territoires insoupçonnés, ce qui veut dire qu'on va sortir de nos tours Eiffel et on va aller aussi voir ce qui se passe sur le territoire dans des zones qui ont aussi besoin de développer le tourisme. D'ailleurs, en France, c'est seulement 10% du territoire qui profite du tourisme, Absolument. alors qu'il y a sûrement plus de 10%. Tout à fait, c'est vrai qu'on a la bande littorale qui est vraiment très, très dense au niveau du tourisme, mais on a aussi des zones, et sur le territoire des Bouches-du-Rhône, par exemple, on a 3 identités touristiques. Marseille, qui représente environ 30% des nuitées, la Camargue, qui est cette zone un peu sauvage près d'Arles, et puis la Provence, qui est, j'allais dire, dans l'imaginaire, sûrement le territoire le plus fort, qui a aussi une image extrêmement forte sur les marchés étrangers. Et quand on zoome sur notre territoire, évidemment, on a aussi des zones qui sont probablement à développer. Je pense, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qu'il y a autour de l'étang de Berre aussi. On a vraiment des coins assez extraordinaires. On a aussi la possibilité de sortir des lieux de randonnée dans les espaces naturels autour des Calanques et d'aller aussi dans des sites voilà, qui sont aussi moins connus, mais qu'on pourrait proposer. Donc, il y a tout un travail sur la gestion des flux. Il y a aussi des outils qui permettent aussi ce qui a été fait au niveau du parc des Calanques, qui est une très bonne idée de dire, ben, on a comme des coupe-fils dans les musées. Ça peut aussi s'adapter dans les patrimoines. Et quand il y a trop de monde, eh ben, on arrête. Et ça permet aussi, pour ceux qui sont dans les Calanques ou dans les espaces naturels, d'avoir une vraie visite, vraiment un moment extraordinaire, une expérience Provence qui est à la hauteur de ce qu'on a envie de proposer. Donc il y a énormément de sujets. Juste pour confirmer qu'on est déjà en marche sur ces sujets, on a perdu en juillet et août 4% de fréquentation. Mais quand on regarde sur l'ensemble de l'année, on a gagné. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui une fréquentation qui est mieux étalée dans le temps et dans l'espace. Donc voilà, on est en route. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que les étés sont de plus en plus pénibles dans nos régions Alors c'est vrai qu'on peut se poser des questions. On parle aussi quand même du réchauffement climatique. On le voit, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui que nos étés sont peut-être plus difficiles. Peut-être qu'on se dira plus tard que l'été, ce sera peut-être des saisons du hors-saison, on va dire, et que finalement le reste de l'année sera plus clément et plus doux pour venir visiter le territoire. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire. Il faut aussi qu'on travaille au plus près des professionnels pour qu'ils puissent aussi
peut-être modifier les horaires. Peut-être qu'on peut aussi, demain, en plein été, aller visiter des musées entre 18h et 22h, et peut-être que ce sera fermé aussi dans les moments qui sont les plus chauds. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses à inventer. Cette période-là, elle est aussi une période où on va pouvoir innover, inventer des choses et coproduire ensemble. Je crois vraiment aussi à l'écosystème qu'on est en train de créer avec les acteurs du tourisme, et pas que. Pour sortir de la Convention des entreprises pour le climat, on voit bien qu'il faudra travailler avec d'autres entreprises, la gestion des déchets, les transports. On est vraiment aujourd'hui à réinventer en fait le développement local et le tourisme pour notre territoire et au niveau national aussi. On parle aussi de nouvelles formes de tourisme. Il y a l'agritourisme, le tourisme de savoir-faire. Est-ce que ça, c'est des manières aussi de mieux répartir les flux Alors oui, qui existait déjà, mais oui, c'est vrai qu'il y a d'autres formes de tourisme. On a évidemment le tourisme de loisirs traditionnel, mais il y a aussi effectivement ces formes de tourisme qui se développent et puis qu'on promeut largement. Et au Grand Port de Marseille aussi, il y a des flux de tourisme à gérer. Qu'est-ce que vous mettez en place sur ça? Absolument. Alors moi, si je suis comme monsieur Philippe, j'aime bien la data. Donc c'est ce qu'on fait avec le Club La Croisière, par exemple, c'est qu'on essaye d'avoir, et on a travaillé évidemment avec Provence Tourisme pour essayer de comprendre les choses. Vous voyez, par exemple, quand vous avez un port comme Dubrovnik qui a 8000 habitants, ou 6000 par an, et vous avez 2 bateaux de croisière qui arrivent qui font 6000 habitants, 6000 passagers, pardon. Donc quand vous les mettez en ville, vous avez cette belle image d'un Porsche médiéval, vous avez 400 ou 500 personnes qui essaient de rentrer. Donc vous voyez, à Marseille, c'est comme s'il y avait 900 000 personnes ou 870 000 qui arrivaient. Donc nous, on met 400 000 personnes en moyenne en centre-ville, mais c'est une question. Parce que si on met, par exemple, tous les bus en même temps à Notre-Dame-de-la-Garde, si on laissait faire les opérateurs, ils en mettraient, parce que tout le monde veut aller à Notre-Dame-de-la-Garde. Ça, c'est les clients qui choisissent, et effectivement, ce qu'on appelle un highlight, les gens veulent toujours voir ce qui leur semble être le point le plus intéressant d'une ville. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on limite. Par exemple, chaque opérateur a droit à 4 bus, et ils le font volontiers. C'est-à-dire qu'on se met autour de la table, on leur explique que de toute façon, que tôt ou tard, il y aura bien un arrêté municipal ou autre qui viendra interdire, pour la tranquillité et le bien-être on va dire, des populations locales, qui viendra interdire des choses. Donc on l'anticipe, on se réunit. Voilà, donc c'est pas toujours simple, parce qu'effectivement il y a de l'économie derrière. La croisière en particulier, on va dire le tourisme en général, la croisière en particulier, ont été arrêtés pendant 2 ans quasiment. Donc aujourd'hui c'est la première année où on retrouve les niveaux, on va dire, d'avant-crise. Donc avec pour la plupart des milliards, alors c'est pas des PEG systématiquement, mais enfin toutes ces entreprises ont des milliards de dollars de dettes. Donc ont besoin de retrouver à la fois évidemment de l'économie, mais en ayant parfaitement conscience de l'acceptabilité de leurs activités, qu'il s'agisse du navire ou des populations. Mais il faut quand même bien faire attention quand on parle de surtourisme à Marseille. Vous allez voir les restaurateurs aujourd'hui, surtout au mois de novembre, au mois de décembre, ou d'autres, ou les hôteliers, il n'y a pas de surtourisme, il y a des points chauds. Alors nous, par exemple, sur le panier, on a beaucoup travaillé avec Isabelle. On était persuadé que c'était plutôt nos clients qui posaient problème. Quand on regarde la data, il y a par exemple énormément de monde dans le panier, il n'y a pas de paquebot de croisière ce jour-là. Donc vous voyez, il faut être assez prudent, il faut être au plus près, aller chercher l'information et agir ensuite, parce que effectivement, sur de l'intuition des sentiments, c'est comme pour la pollution, il y a énormément de data. Donc on a fait une grande étude avec le port pour avoir exactement les émissions, pour savoir exactement où on va. Et je crois que c'est fondamental effectivement de connaître les flux, et ce à quoi s'est attelée d'ailleurs Isabelle depuis combien, 10-12 ans avec Fluvision? Avec Fluvision, qui est un outil qu'on a développé avec l'opérateur de téléphonie Orange en 2013 lors de Capitale européenne de la culture, qui est un outil qui permet de savoir en temps réel en fait où se trouvent en fait à la fois nos visiteurs mais aussi les résidents. Et ça, c'était nouveau, on n'avait pas d'analyse jusque-là sur les résidents, et ce que dit Jean-François est tout à fait juste. Quelquefois, on se dit, finalement, les pics de fréquentation, je pense aux calanques, sont dus aux touristes, mais la période où on a eu ces informations-là, on ne pouvait pas bouger puisqu'il y avait le confinement, et donc c'était uniquement les habitants du département, et notamment de Marseille, qui finalement allaient dans leur jardin, qui est aussi les calanques. Donc, on a aussi des informations très fiables sur comment se déplacent aussi les touristes sur le territoire. Est-ce que quand on est à Aix, on vient sur Marseille? Est-ce qu'on va sur Arles, etc. Et ce sont des informations, évidemment, la data est fondamentale pour pouvoir développer des stratégies derrière. Donc on a parlé de choses pour gérer les flux, pour décarboner les transports, mais la décarbonation, ça a un coût. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur Ça a un coût, mais le ROI est positif. Alors globalement, parce que ça va faire du bien à la planète, mais le ROI est positif aussi pour les investisseurs. Oui. Une certaine attractivité.
Aujourd'hui, le touriste n'est pas un imbécile, il choisit des endroits où, évidemment, il sera protégé, accueilli. La notion de pastoralisme, aujourd'hui, elle devient un pastoralisme durable. On voit des communautés qui essayent d'inclure dans la taxe de séjour la mise à disposition d'une bicyclette ou d'un accès gratuit à des transports décarbonés. Il y a une prise en compte du touriste. Si ces navettes fonctionnent bien, elles vont fonctionner bien, elles fonctionneront d'autant mieux que les gens ont un ticket pour monter dedans sans se passer la tête à aller à un guichet, etc. Donc il faut accompagner les gens. Si on veut accroître la tâche touristique autour de la ville de Marseille, il faut que les gens puissent aller à 30 km sans complications, sans émissions de CO2. Donc il faut inventer des moyens d'étaler un petit peu le flux. Donc le pass tourisme durable est quelque chose qui se traite en amont. La question c'était l'économique, ben, c'est économique. C'est économique parce que vous avez ainsi, alors là le mot va être horrible, la capacité de changer de catégorie de touristes. Aujourd'hui, on change de catégorie de touristes. Ceux qui n'aiment pas le soleil montent en Bretagne. On perd des touristes sur la Côte d'Azur, c'est prouvé. Les gens n'en peuvent plus de cette chaleur d'été, ils partent. Demain, on perdra des touristes parce qu'ici, il y aura des conditions d'acceptabilité du tourisme qui n'accepteront pas n'importe qui. Parce que quand on parle de déchets, il n'y a pas que les déchets que va bien gérer la communauté, l'office du tourisme. Il y a les déchets que le touriste va faire ou pas. Il y a le comportement qu'il va faire ou pas. S'il continue à venir avec son 4x4 diesel, etc., et qu'on lui met des prunes, mais il ne viendra plus. Il ira mettre son 4x4 ailleurs. Je prends des caricatures parce que je discutais l'autre jour avec la mairie de Cannes sur ces sujets de tourisme haut de gamme. Le mot n'est pas bon. C'est du tourisme à haut comportement éco-responsable qu'il faut viser. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont ailleurs. Pourquoi on supporterait les sauvages, comme on dit? Oui, mais le développement du tourisme, c'est quand même fondé sur l'utilisation des énergies fossiles qui sont très efficaces et pas chères. Donc, si on va à l'inverse... Eh ben donc, on va avoir des investissements qui vont être justifiés par des coûts d'accès qui vont être un peu supérieurs. Il faut affronter le débat. Il faut affronter le débat. Pourquoi ça serait toujours pas cher? Ben, je suis désolé, ça coûte. Ça coûte à tout le monde. Aujourd'hui, affreux. La santé est à 2 niveaux. C'est vrai? Le tourisme peut être à 2 niveaux, c'est très provocateur, mais c'est la solution pour financer les investissements nécessaires. Sinon, on n'en sortira pas. Sinon, on continuera à faire un Var, que je connais bien aussi, où il y a un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de ressources financières pour organiser. À Marseille, il y a des ressources. Et socialement, ça peut être compliqué. Non, j'insiste, ça correspond à une nouvelle distribution, c'est tout. Hein. Si je peux rebondir sur ce point en donnant quelques exemples, alors sur les exemples maritimes, des navettes maritimes. Nous, par exemple, une navette 100% électrique, comparée à une navette diesel, c'est 15-20% plus cher en termes d'investissement. Néanmoins, l'électricité, à l'heure actuelle, est beaucoup moins chère que du diesel. Et donc, on arrive à avoir un retour sur investissement de l'ordre de 3-4 ans. En plus, pour rebondir un peu sur ce qu'Isabelle, vous avez présenté, le fait de pouvoir non pas amortir son investissement sur juillet-août, mais sur une période beaucoup plus longue, ça va inciter l'exploitant à faire cet investissement, même si c'est au-delà de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Il y a également un autre sujet sur les types de tourisme. Ce qu'on peut voir, par exemple, et c'était un peu inattendu, c'est qu'il y a des nouveaux modes de tourisme qui sont développés, notamment du tourisme qu'on peut qualifier industriel, de projet. J'ai un exemple à Saint-Nazaire, où il y a eu un parc d'éolien en mer qui a été déployé. L'activité numéro 1 de Saint-Nazaire en 2023, ça a été la visite du parc éolien. Organisé, ça n'existait pas il y a 2 ans. Il y a un vrai besoin qui s'est créé et ce qui a permis du coup aux exploitants qui avaient des navettes de transport touristique de pouvoir diversifier leur offre et donc de pouvoir tourner quasiment toute l'année avec ce type de projet. Il y a également le sujet, alors certes, il y a le modèle économique, il y a aussi l'action des pouvoirs publics qui ont un rôle aussi bien incitatif mais également restrictif. Jean-François en a parlé sur le nombre de bus qui vont du terminal de croisière au Vieux-Port. Un des moyens également de faire ce trajet, c'est par bateau, directement par la mer et d'arriver au Vieux-Port. Quoi de plus beau, l'arrivée à Marseille par la mer au Vieux-Port. Et c'est le fait de pouvoir, l'émergence des ZFE, des zones faibles émissions, de pouvoir contraindre ces exploitants de basculer vers des modes de transport zéro émission, tout en les incitant, en développant les infrastructures. En fait, c'est ça le sujet. C'est comment faire en sorte que, par exemple, si je garde cet exemple,
que le bateau puisse vraiment circuler du terminal de croisière au Vieux-Port, se recharger en électricité au Vieux-Port et repartir et faire des rotations toute la journée. Donc il y a vraiment cette action aussi bien de trouver le modèle économique pour l'exploitant d'une part, qui est encouragé par les pouvoirs publics, aussi bien avec le déploiement d'infrastructures, le déploiement parfois de subventions qui permettent d'amorcer la pompe et de lancer des investissements qui parfois sont trop onéreux pour inciter cette transition. Isabelle, vraiment, vous vouliez rajouter? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. C'est vrai que quand on parle du tourisme, alors c'est vrai que quand on revient à la définition initiale, c'était le grand tour, donc c'était aussi ce temps libre. Finalement, le tourisme, c'est quoi? On est tous des touristes, c'est-à-dire c'est ce temps libre où on se repose, où on fait des choses pour soi, où on fait des activités. Et finalement, quand on parle du tourisme, on parle aussi beaucoup des habitants. Si on aménage des pistes cyclables, on s'adresse aux habitants. Si on a un tourisme sur toute l'année, on s'adresse aux habitants. Et finalement, la question, c'est plus la vie qu'on a envie d'avoir, et c'est la question du développement local des territoires. C'est ça, en fait, l'enjeu du tourisme. Il n'est pas ailleurs. Quand je vois, par exemple, que l'expo Hockney, qui est une expo incroyable à Aix-en-Provence, a eu des chiffres de fréquentation vraiment inégalés. Et en fait, c'était une expo qui a démarré en janvier, qui s'est terminée au mois de mai. C'est-à-dire, on était dans le hors-saison. Et ça veut dire, enfin, le hors-saison. Il ne faut plus parler de saison, je pense. Il faut parler des 4 saisons, de finalement qu'est-ce qu'on fait sur nos territoires pour développer harmonieusement à la fois les loisirs pour les habitants et pour ceux qui vont venir nous visiter. Jean-François, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, absolument, parce que c'est vrai que ces fameuses ailes de saison, aujourd'hui, nous on en parlait pour la croisière, par exemple, il y a une dizaine d'années. On a pas mal de chance dans la croisière par rapport à ce phénomène-là, c'est que les bateaux, en juillet et août, sont plutôt en Europe du Nord et reviennent à l'automne. Et là, cette année, par exemple, on a une trentaine d'escales en décembre, ce qui était le chiffre qu'on avait en juillet-août dans les années 2010, vous voyez. Donc il y a quand même vraiment un équilibrage. Et sincèrement, tout ce qui est fait pour les citoyens est valable pour les touristes, et tout ce qui est fait pour les touristes est valable pour les citoyens. Et je crois que moi, j'en ai souvent parlé il y a une dizaine d'années, il y a quand même des prérequis sur la propreté, sur la sécurité, sur les transports aujourd'hui, sur le digital par exemple. Aujourd'hui, il faut à tout prix, on ne peut pas monter dans un bus quand on est touriste et qu'on ait par exemple des cartes, qu'on manie des dollars il y a 300 000 Américains qui sont venus cette année dans le port de Marseille. Il faut à tout prix que l'expérience digitale soit au niveau de l'expérience de propreté, etc. Donc on amène tout un territoire, à partir je pense où il y a des touristes sur un territoire, il y a quand même une stimulation pour les collectivités, pour les citoyens, pour les restaurants et les bars. Évidemment, il faut un peu parler anglais, évidemment, il faut être meilleur que quand vous avez les mêmes personnes qui viennent tous les jours de la maison d'à côté. Quand vous avez un restaurant, bon, je pense qu'à un moment, vous êtes peut-être un peu moins performant, vous êtes un peu moins challengé. Voilà, je crois que c'est... Moi, je n'arriverai jamais à comprendre. J'ai passé ma vie dans le voyage, évidemment, avec la croisière, et j'ai eu cette chance-là. Évidemment qu'il y a aujourd'hui un challenge sur le carbone. Il est, pour revenir à votre première question, immensément difficile au plan financier, puisque quel que soit le sujet, par exemple, nous on a fait une pilotine électrique il y a 3 ans, la réalité c'est qu'elle vaut 3 fois le prix d'une pilotine classique. Donc après, vous dites je suis le seul à le faire, il faut convaincre ses associés. Et donc, pour les bateaux aujourd'hui, par exemple, ça n'existe pas. Donc soyons prudents là-dessus. Par contre, on peut raisonnablement challenger chacune de nos actions, chacune sur l'eau, justement. Parce que je pense qu'il y a quand même une confusion aussi, et vous l'avez très bien dit, Philippe, il ne faut quand même pas imaginer, on dit toujours, les gens, quand ils embarquent sur un bateau, ils vont dans un avion, dans un camping-car, ou je ne sais quoi, qui est carboné, on dirait qu'ils n'ont pas de vie avant. Donc il faut quand même faire un ratio entre ce qu'ils consomment au quotidien. Moi, ce que je sais sur un bateau de croisière, par exemple, c'est qu'ils vont être à peu près partout bien meilleurs que ce qu'ils font chez eux, si évidemment ils utilisent une voiture, si on parle d'énergie, mais sur leur traitement de leurs déchets, comme l'utilisation de l'eau qui est recyclée, etc. Donc, pourquoi? Parce que les bateaux, ils sont tout neufs. La plupart des bateaux de croisière, ils ont 6 mois, 1 an, ils sont construits dans un chantier performant en France ou en Allemagne. Donc, il faut bien faire attention. Évidemment qu'aujourd'hui, on sait que New York, Paris, c'est aller-retour, c'est quasiment 1,5 tonne, mais il faut savoir ce qu'on fait le reste du temps aussi. Et effectivement, après, combien de voyages dans une vie, etc. De toute façon, c'est les questions. On voit pour le maritime, on rentre dans l'ère du marché carbone au 1er janvier 2024. Et je pense que ici, vous comme moi, et moi, peut-être même avant la fin de ma vie, on aura un quota carbone. C'est évident.
Et là, on rentre dans la discussion financière, qui les échange, qui les paye, combien ils valent. Mais il est évident qu'on retombe dans le monde, au moins pour le tourisme, peut-être des années 50 ou 60, où qui montait dans un avion ou qui montait malheureusement dans un paquebot, très peu de gens. Donc il faut que, voilà, il y a une transition. Elles sont toujours délicates au plan sociétal aussi. C'était un peu la question qui était posée tout à l'heure. Je crois il y a des gens qui bossent, donc il faut faire très attention. Quand on modifie le curseur, on met des milliers de gens, voire des millions en difficulté. Donc il faut trouver ce chemin-là. Mais je pense qu'on a la possibilité de le faire. Et est-ce que pour réussir cette transition, il ne faudrait pas changer les imaginaires, dire que le tourisme, voyager, c'est pas forcément aller loin, pas longtemps, ça peut être plus aller sur une logique de voyage. Est-ce que quel rôle peut le marketing? Parce qu'on a quand même beaucoup de publicité où on dirait que prendre l'avion, c'est la vie, quoi. Enfin, sans ça, comment changer les imaginaires? Je veux bien démarrer. Oui, après. Non, on est tous là sur le sujet. Évidemment qu'il faut travailler sur cet imaginaire, sur le récit qu'on va proposer voilà, aux visiteurs. C'est vrai que voyager, c'est ce temps libre en fait. C'est pas forcément aller très loin, mais c'est avoir ce temps hors du temps. C'est une expérience unique, voilà, à vivre seul ou accompagné. Mais voilà, c'est ça la question du récit. Ce que je crois aussi sur la question du tourisme durable, puisque c'est quand même le thème de cette réunion de ce matin, c'est qu'en fait, il faut y aller. Et moi, je sais que je travaille beaucoup avec les équipes sur ça. Je reprends la phrase de Corinne Péluchon, je dois, donc je peux. Et en fait, je pense que le chemin, il va aussi se tracer parce qu'on a le devoir de le faire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix et ça doit être enthousiasmant. Donc le récit, il doit être aussi positif. C'est pas du moins, c'est du plus qu'on va faire tous ensemble. Oui, il faut mais créer de la désirabilité. Voilà, la désirabilité, elle est essentielle. Ouais, il faut se méfier aussi, il faut toujours tout mesurer. Moi, je rêve d'un jour où, quand vous avez votre catalogue de voyage, vous avez le poids carbone à côté. Je peux aller, oui, ça existe, mais tellement peu et tellement arrondi, tellement marketing, tellement mal mesuré. Mais donc, d'une manière générale, choisir d'aller à 30 km en 4x4 ou à 500 km en train, vous voyez la caricature, d'accord? La réflexion de Jean-François est excellente. Sur un navire moderne, vous faites 3 fois moins de déchets, 3 fois moins d'énergie, 3 fois moins de consommation d'eau que chez vous. Ça doit faire partie du bilan global. Il n'y a pas de honte à aller sur un navire où vous êtes plus économe en énergie, eau et déchets. Il n'y a pas de honte. Il y a une honte à y aller en jet privé, peut-être. Non, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, d'une manière générale, il faut continuer à mesurer. Il faut faire des offres qui soient totalement mesurables et mesurées, mais opposables au tiers. Voyez. Alors, un petit mot technique, ISO 1467. Le reste, ça ne compte pas. Voilà. Oui, dans le monde, il y a une centaine de labels sur le tourisme durable. Comment on s'y retrouve? Parce qu'on sait que certains, c'est du greenwashing. Non, c'est bullshit pour l'essentiel. Hein. D'abord, non, mais je veux dire, c'est des labels, ce sont des labels propriétaires. Je ne parle pas des offices nationaux, des collectivités. Je parle des grandes chaînes d'hôtels qui font leurs petits trucs à eux. Tout va bien chez nous, tout est magnifique chez nous. Mon avion ne fait pas de carbone et j'en passais des meilleurs. Donc tout ça, c'est pas très sérieux. Donc il y a des éléments sérieux. Il y a des initiatives que les gens connaissent pas. Il y a l'initiative de l'ONU sur le tourisme durable, avec un objectif qualifié pour 2030. Il y a, pour ceux que ça intéresse, un document qui a été pondu par le Shift Project en accord avec l'ADEME en juin 2022, qui est très intéressant sur les mesures à prendre et qui donne des éléments rationnels de mesure et d'ambition. Donc il y a des choses à faire. Mais bon, rêvons d'un jour où tout le monde prend le même système de calcul et affiche la couleur en tonnes de carbone. Sur la question des labels, au niveau national, avec ADN, on a sorti un guide des labels, justement, qui sont en lien avec le tourisme durable, parce qu'il y en a tellement. Mais bon, c'est vrai qu'entre les écotables, les clés vertes, les ISO 221, etc., ça permet aussi d'avoir un peu une liste, et puis finalement le contenu, et est-ce qu'ils sont fiables ou pas. Donc ça existe. Et sur la question des indicateurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pendant des années, on a mesuré le nombre de touristes. D'ailleurs, le ministre disait toujours, il nous faut atteindre les 100 millions de touristes. Pourquoi faire en fait. Mais aujourd'hui, on travaille d'ailleurs avec l'ADEME, avec le Shift Project, avec ADN, sur des indicateurs durables, mesurer autre chose que simplement le nombre de touristes. Je voudrais juste dire un mot sur les flux, parce que la vie sur Terre n'est que des flux. Vous regardez notre sang, la finance, ou quoi, quel que soit le sujet que vous adressiez. Et donc, il y a malheureusement les transports, et de continent à continent. Et c'est vrai que si on prend l'histoire de l'homme, il s'est toujours déplacé. Moi, je crois que le rêve, évidemment, je suis marin, donc j'avais plutôt envie de me déplacer, mais enfin, je pense qu'il y a encore pas mal
de gamins qui ont envie d'aller sur l'eau, voire dans l'espace. Donc ce sera très compliqué, surtout dans un monde d'Instagram où vous voyez la photo de Rio, ou de Rome ou d'ailleurs, d'empêcher les gens de partir. Donc je crois que le travail il se fait sur... Il ne faut pas avoir peur des mots, hein, sur la régulation, la réglementation, sur l'innovation. Et effectivement, parce que ma seule certitude, et je suis plutôt à la fin du système, c'est qu'on n'enlèvera pas le rêve des enfants de bouger. Alors évidemment, c'est sans doute mieux aujourd'hui de le faire en vélo et à pied sur le village d'à côté, mais on est 9 milliards sur Terre bientôt, et donc c'est cet enjeu-là. Donc on peut discuter de label, on peut discuter de tout, mais le rêve des hommes, il existera encore, et surtout le rêve de la mer, ou de l'espace. Donc voilà, il y a encore... Voilà. Et quand je dis l'espace, c'est de continent en continent. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que l'avion, ou le bateau d'ailleurs, pour pouvoir y aller. Donc, on l'a compris tout au long de ce débat, le tourisme, c'est un sujet très transversal, où on parle de transport, on parle de culture, on parle de loisirs. Voilà, il est au cœur des enjeux sociaux, environnementaux, culturels. Pourtant, on dirait qu'on n'a pas vraiment de stratégie nationale, européenne, globale sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, comme l'a dit Isabelle, jusqu'à présent, le tourisme, c'était réussi s'il y avait plein de touristes. C'était débile, hein. Combien ont visité la muraille de Chine, combien sont montés en haut de la tour Eiffel, etc. Donc, il faut changer simplement l'élément de mesure. Il faut qu'il soit quantitatif et qualitatif à la fois. C'est vrai qu'au niveau de l'autorité, il est temps d'avoir des transversalités sur ce sujet-là, entre l'économie, le tourisme, le transport, etc. Il y a plein de choses à inventer, mais il n'y a pas d'autorité. S'il y en a une qui commence à prendre part aujourd'hui au débat sérieusement, c'est l'ADEME, toujours pareil, hein, ce sont des gens extrêmement qualifiés pour, mais il manque une notion de référentiel européen qui s'adresse un petit peu à tous, parce que le tourisme n'a de sens que s'il est au moins européen en ce qui nous concerne. Et donc le ministère des Affaires étrangères, qui chapeaute Business France, qui chapeaute les activités touristiques en relation avec Bercy, serait bien avisé de mettre en place une mission ou une coordination ou un secrétaire d'État, non pas sur le nombre de touristes, mais sur la qualité du tourisme et l'avenir du tourisme en France. On n'est pas tout à fait d'accord sur tout, hein, mais quand même sur l'essentiel. Non, il y a une stratégie qui est aujourd'hui quand même mise en place par l'État, par Atout France et par ADN. Et puis après, au niveau local, parce que moi je crois beaucoup au local, c'est pas pour rien que je dirige Provence Tourisme. Je crois que ça bouge beaucoup dans les territoires. Je vois par exemple la région Occitanie, ce qu'ils sont en train de faire, notamment en lien avec la SNCF. Il y a des trains à 1 euro pour à la fois les habitants, les touristes. Enfin, vraiment, ça bouge beaucoup dans les territoires. La ville de Lyon, Bordeaux, donc voilà, moi je crois qu'on y est, on y va. Vous devriez aller regarder la ville de Valence en Espagne, ils font des trucs terribles. Je pense aussi, pour reprendre une des formules de Jean-François, ce qu'on fait pour les citoyens, on le fait pour les touristes aussi. Et donc, du coup, toutes les incitations qui sont faites au niveau local pour les citoyens sont valables aussi pour les touristes. Ça, c'est une réalité. Donc, améliorer l'offre de transport sur place dans les villes, ça va servir les habitants, mais ça va servir les touristes. Et c'est le cas pour toutes les initiatives. Et donc, cette stratégie, elle ne doit pas être juste pour les touristes, mais effectivement développer ces offres cette transition, cette offre de décarbonation pour les territoires, et ça servira au plus grand nombre. Ça marche. Merci beaucoup pour votre participation. Et nous allons poursuivre ces discussions en nous penchant sur la décarbonation du Grand Port, justement, avec Laurence Bottero et ses invités. Merci.